Là, on a quand même enchaîné les lois liberticides, c'est-à-dire qu'on avait à peine fini avec la loi sécurité globale que la loi séparatisme était là, et puis on a enchaîné sur la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure. Il y a eu aussi la loi sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Même pour les personnes qui sont censées suivre tous les textes, on a du mal. Il y a des chiffres qui font vraiment froid dans le dos dans votre livre, notamment en 2020, la Cour des comptes qui indique que 10 000 lignes en France de téléphone sont écoutées en permanence et 100 millions de communications sont interceptées par an. L'avenir du contrôle d'identité, c'est pas que vous donniez vos papiers, c'est qu'on vous prenne en photo et qu'on compare par rapport aux différents fichiers de police. Alors là, dans votre livre, on apprend que fin 2018, 580 000 personnes sont fichées en France. Et alors là, autant vous dire que tout de suite, je me sens plus concernée par cette question. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces fiches ? Qui sont les gens qui sont fichés ? On ne supprime pas des fichiers, les tous de plus en plus gros, on ne revient jamais en arrière. Aujourd'hui, on va parler sécurité, un mot un peu magique. Si vous suivez un tout petit peu cette campagne électorale, il ne vous aura pas échappé que pour beaucoup de candidats, la sécurité, c'est la première des libertés. Pourtant, la sécurité, c'est justement le premier prétexte aux restrictions de liberté. Restrictions qui se multiplient, s'appliquent dans l'indifférence générale, s'imposent dans le débat et dans l'espace public. Du Karcher de Nicolas Sarkozy. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Maintenant Valérie Pécresse. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave. Aux répressions des manifestations de Gilets jaunes, en passant par la loi sécurité globale, les lois de surveillance ou les états d'urgence terroristes, sans même parler des lois accompagnant la pandémie, le constat est sans appel, nos libertés se réduisent de jour en jour. Mais alors, cela vaut-il vraiment le coup ? Est-ce vraiment le prix de notre sécurité ? Que pouvons-nous faire en tant que citoyens face à cette dynamique qui semble inéluctable ? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Saint-Père. Anne-Sophie Saint-Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et actuellement chargée de plaidoyer chez Amnesty International et vous travaillez sur les libertés publiques depuis près de 10 ans. À vos côtés, Pierre Januel. Bonjour. Januel, bonjour. Vous avez travaillé entre autres au ministère de la Justice, mais aujourd'hui, vous êtes journaliste spécialisé dans l'actualité parlementaire et ensemble, vous publiez ce livre aux éditions Plomb, Comment l'État s'attaque à nos libertés, tous surveillés et punis. Alors, vous revenez sur de nombreuses lois qui sont passées ces dernières années, état d'urgence, loi sécurité globale par exemple, loi séparatisme. Et il y a un aspect que j'aimerais que vous développiez ici pour commencer cet entretien, c'est celui où vous dites que les autorités cherchent à avoir des yeux partout et ne veulent pas se priver d'identifier chacun de ses citoyens. Alors, encore une fois, on ne va pas revenir sur chaque loi, mais j'aimerais revenir sur un aspect et une loi, plutôt une série de décrets qui me semblent plutôt être dans l'actualité, qui ont été publiés en décembre 2020. Ce sont les décrets sur le fichage des personnes. Qu'est-ce que c'est que ces décrets ? Alors, c'est les décrets qui s'appellent PASP et JPASP et qui, normalement, centralisent toutes les personnes que la police et la gendarmerie qui seraient des menaces pour la sécurité publique. C'est-à-dire, normalement, vous avez les hooligans, les manifestants violents, toute une série de personnes. Mais donc, c'est des fichiers qui sont utilisés couramment par la police, mais on s'aperçoit que dans chacun de ces deux fichiers, il y a 60 000 personnes. Donc, c'est quand même des fichiers assez larges, puisqu'on a près d'un Français sur 1000 qui est à l'intérieur de ces décrets-là. Et c'est des décrets qui, en décembre 2020, ont fait l'objet de modifications de manière assez discrète, parce que normalement, le ministère de l'Intérieur ne se prive pas d'annoncer ces réformes. Il en parle largement. Et là, j'avais vu passer ces 3 décrets au fichier et j'en ai vite fait un article parce que c'est des décrets qui élargissent beaucoup, puisqu'ils permettent à la police de suivre, de dire quelles sont les opinions politiques d'une personne, quelles sont ses activités sur les réseaux sociaux, quels sont ses comptes sur les réseaux sociaux, et donc de les suivre. Et l'autre chose qu'on s'est aperçu, c'est à ce moment-là, c'est que ces décrets avaient pris 50%, il y avait 50% de personnes fichées en plus en moins de 2 ans. Et sur ces 50%, il y a eu clairement un effet gilet jaune. Et je ne suis pas persuadé que tous les gilets jaunes qui ont occupé un rond-point dans leur ville soient au courant qu'ils sont fichés pour les 10 prochaines années dans ces décrets qui s'appellent PASP et JPASP et sur lesquels la police peut compiler un certain nombre important d'informations sur nous. Et donc ça, c'est des décrets qui ont été publiés en pleine pandémie.
Et ça s'inscrit dans un cadre plus général, c'est ce que vous décrivez dans le livre, de restriction des libertés pendant la pandémie. Et il me semble que c'est un petit peu compliqué d'émettre des critiques actuellement des restrictions de liberté pendant la crise sanitaire, parce que c'est une crise qui est inédite, qui est dangereuse pour tous. Et on peut comprendre aussi peut-être qu'il y ait plusieurs lois spéciales qui aient été passées pendant cette pandémie. Oui, tout à fait. En fait, la pandémie, c'est un moment de restriction des libertés qui est exceptionnel. À un moment, on a tous été confinés, on a tous perdu notre liberté d'aller et venir, mais il y avait un objectif qui était légitime, puisqu'il y avait ce virus qu'on ne connaissait pas. Un objectif de bien-être collectif, oui, pour sauver la majorité. De protection sanitaire. Donc ça a été un moment où tout le monde a été touché par des lois liberticides, plus ou moins justifiées. Mais ça a aussi été un moment où on a vu comment l'État réagissait et que l'État a réagi très rapidement de manière répressive. C'est-à-dire que pour sanctionner, par exemple, la question du confinement, très vite, il a été question d'amende. Et en fait, tout ça nous a ramené à la logique de gestion des crises depuis 20 ans, avec une notion d'urgence, de pouvoir supplémentaire confié à l'exécutif, à la police, et des mesures qui visent à sanctionner et qui ne sont pas forcément efficaces. C'est-à-dire que, par exemple, dans Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, c'est là qu'il y a eu le plus d'amendes, mais c'est aussi là qu'il y a eu les taux d'incidence du Covid à une certaine période qui étaient les plus élevés. Donc, en fait, ça montre bien que le répressif n'a pas du tout protégé la santé des personnes. Et c'est aussi pour ça, c'est dans ce contexte qu'on a eu envie de se pencher sur la question des libertés, parce que la pandémie, ça a fait que tout le monde s'y est intéressé. On a tous eu nos libertés entravées, on a tous voulu s'interroger sur nos libertés. Il y avait aussi le contexte George Floyd, loi sécurité globale, où les questions des libertés sont devenues un enjeu, où certains partis qui sont particulièrement autoritaires et qui n'ont pas du tout une vision de protection des libertés d'habitude se sont emparés du sujet. Donc on pensez au Rassemblement national ? Tout à fait. Ou au parti de Florian Philippot. Voilà, qui ont fait de la liberté leur mot d'ordre, alors que leur programme est particulièrement liberticide sur plein d'aspects. Donc on a voulu faire un pas de côté et prendre un peu de recul sur les 20 dernières années pour montrer que cette gestion d'une crise générale avait touché tous les citoyens, mais qu'en fait, ça fait 20 ans que de différentes manières, ces mêmes logiques de renforcement des pouvoirs de l'exécutif, de lois qui sont assez rapidement dangereuses pour beaucoup de personnes, se répètent et qui ne sont pas forcément efficaces pour gérer les problèmes auxquels ils sont censés répondre. Oui, pour vous, dans le livre, en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un point de bascule, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Nicolas Sarkozy qui parle de racailles, qui parle de nettoyer certains quartiers au Karcher. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et alors, vous décrivez dans ce livre les mécanismes de la peur qu'il utilise et comment il en a fait un tremplin politique de ces thématiques sécuritaires. Pour vous, est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, finalement, qui est à l'origine de tout ce qu'on vit aujourd'hui ? Ça serait mettre beaucoup de poids sur une seule personne et ça serait aussi enlever l'idée qu'on en est en partie tous responsables par nos choix politiques. Mais effectivement, c'est un moment de bascule puisque c'est celui qui allait le plus loin dans la loi sur les faits divers, c'est celui qui allait le plus loin dans le discours martial, en disant en employant les mots les plus durs possibles. C'est aussi celui qui a fait toute une politique du chiffre en disant « je veux des objectifs chiffrés ». Et on s'aperçoit par exemple que Darmanin, lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, a utilisé un peu les mêmes recettes. C'est-à-dire qu'il a utilisé des mots forts, il a très vite demandé une politique du chiffre aux agents de police et aux gendarmes. Il a également voulu marquer avec des nouvelles lois. Donc on a eu des lois séparatisme, on a multiplié le type d'exemples. Mais effectivement, le moment Sarkozy, c'est un moment où on met en place un certain nombre de recettes qui sont encore utilisées aujourd'hui et qui sont tellement fortes. Moi, je me rappelle, par exemple, quand Éric Dupond-Moretti est arrivé garde des Sceaux, il a dit à son arrivée devant les parlementaires, il a dit « Moi, nommé garde des Sceaux, il n'y aura jamais de loi faits divers ». Depuis, on a eu la loi Camille Kouchner, on a eu la loi Samuel Paty, on a eu la loi Sarah Halimi. Et donc, à chaque fois, on peut se demander les apports réels des nouveaux délits qui ont été créés, mais on reste dans le même cadre de cette idée de il y a un problème, créons un nouveau délit. Vous parlez, je le disais dès le début du livre, de la politique de Nicolas Sarkozy. Quand il était président de la République, moi j'étais encore adolescente, donc je ne me souvenais pas en détail de ce qui s'était passé. Et quand j'ai lu les descriptions que vous faites de sa politique, c'est-à-dire qui est axée sur cet aspect-là, sur 3 grandes lignes, c'est la politique du chiffre, vous le disiez, la politique de la répression, et un discours de guerre, un discours martial. Moi, j'ai juste la sensation que c'est aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron. En tout cas, ça y fait fortement écho. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous posez aussi dans votre livre, est-ce que le sarkozysme est un macronisme ou le macronisme est un sarkozysme ? En tout cas, les recettes qui ont été utilisées sont souvent les mêmes. Et ça donne des résultats concrets. Par exemple, en 20 ans,
on est passé dans notre code pénal de 5400 délits à 8000. Et il y a 20 ans, on avait 411 crimes. Aujourd'hui, on en a 700. C'est une étude de la direction du ministère de la Justice, en fait, qui a compté ça. Et ce tournant répressif, il est assumé. Et ça, c'est un tournant répressif, c'est pas juste plus de précision, par exemple? Non, parce que c'est des nouveaux délits. À chaque fois, c'est des nouvelles infractions. On précise pas des délits existants. Au contraire, on rajoute de nouvelles couches qui sont parfois c'est des délits qui sont même pas utilisés, mais ça donne un climat. Et par exemple, on passe le temps à dire que la justice est laxiste, qu'il faut enfermer plus. Il y a 20 ans, il y avait 48 000 détenus. Aujourd'hui, il y en a 69 000. Et encore, on n'est pas au record, puisqu'on a baissé pendant la crise sanitaire et on est à nouveau en train de remplir les prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 000 détenus de plus qu'il y a 20 ans. Parce que, aussi, les juges, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire, on passe notre temps à dire que les juges sont laxistes. Or, au contraire, ils sont de plus en plus répressifs. Alors même qu'il n'y a pas plus de délits qu'il y a 20 ans. C'est ça, c'est que les études montrent finalement que cette politique répressive, elle est contre-productive. Vous nous dites et vous nous démontrez dans ce livre de manière assez claire qu'il n'y a pas de laxisme de la justice et de manière globale. Et pourtant, l'ensemble de la classe politique, dans sa majorité, aujourd'hui, continue à parler de laxisme de la justice, y compris au sein même du gouvernement. Je pense évidemment à certaines déclarations qu'a pu faire le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pourquoi ? Parce que c'est une recette qui marche électoralement. C'est-à-dire, on est un pays de plus en plus vieillissant et les discours sur la sécurité, ça rassure, ça plaît. Et montrer ses muscles, c'est un côté rassurant et ça montre qu'on est ferme et qu'on restera ferme face à la délinquance. Mais c'est pas corrélé à une réalité. C'est pas forcément corrélé à une réalité. Ça, on se demande pas, par exemple, si la prison, ça permet de baisser les infractions. On est vraiment sur une volonté d'un discours de plus en plus ferme, de plus en plus dur, parce qu'on pense qu'électoralement, ça marche. Et il y a une grande continuité. Quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que Macron fait comme Sarkozy? Mais en fait, ça fait 20 ans qu'on est sur la même recette. On a eu un quinquennat entre 2012 et 2017 géré par un gouvernement socialiste. Il y avait plus de détenus en 2017 qu'il y en avait en 2012. Il y avait plus de délits dans le code pénal en 2017 qu'en 2012. On n'a pas une inflexion formidable sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une grande continuité et on ne remet pas en cause les recettes d'avant. Il y a eu les lois Taubira qui ont été une réforme pénale. Au sortir de cette réforme pénale, il n'y a pas moins de détenus. Personne n'est sorti de prison grâce à la loi Taubira. Donc, à un moment, on n'a pas baissé cette pression-là. La même chose, par exemple, sur les étrangers. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, vous ne pouviez pas être en rétention plus d'une semaine quand vous étiez en étranger. Aujourd'hui, c'est 3 mois. Les problèmes qu'il y a à Calais, Sarkozy a été, par exemple, le premier à démanteler le camp de Sanguette. C'est-à-dire, il y a 20 ans, à Calais, vous aviez un centre géré par la Croix-Rouge de mise à l'abri des migrants. Aujourd'hui, il y a la jungle, et il n'y a plus la jungle, on continue à démanteler les camps. Ils sont toujours là, les migrants. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Et ça fait 20 ans qu'on ne change pas les recettes et qu'on pense qu'en ayant une politique répressive vis-à-vis des personnes qui essayent de passer la frontière à Calais, on va résoudre les choses. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, en plus, ils se noient dans la Manche. Et alors, on a effectivement beaucoup parlé de l'aspect répressif, mais j'aimerais revenir sur un deuxième aspect de votre livre sur comment l'État s'attaque à nos libertés, c'est l'aspect de la surveillance. Et là, vous avez vraiment identifié un point de bascule, la loi de renseignement qui est passée après les attentats en 2015. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi c'est un tournant ? En fait, la loi sur le renseignement de 2015... elle permet de faire rentrer le droit à un certain nombre de pratiques. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de pratiques qu'on disait en zone grise, c'est-à-dire des pratiques de surveillance qu'utilisait l'administration. Par exemple, ce qu'on appelle les IMSI catchers. Les IMSI catchers, c'est une balise qu'on pose à un endroit et qui va récupérer tous les coups de fil passés à cet endroit-là, et éventuellement, y compris les échanges téléphoniques. Mais ça, c'était illégal. Ça, c'était illégal. Et les services de renseignement l'utilisaient. Donc, cette loi va faire rentrer dans le droit, avec un encadrement, un certain nombre de pratiques. Mais en même temps, elle va permettre aux services de renseignement d'aller plus loin sur les techniques utilisées, c'est-à-dire, j'évoque notamment la technique de l'algorithme, qui est une technique où, en gros, on va mettre des filtres sur un certain nombre de comportements, et si une personne adopte ces comportements, elle va être signalée au service de renseignement. C'est nettement plus complexe que ça. Je schématise, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Et cette loi, elle va permettre d'aller plus loin sur un certain nombre de techniques. Elle va aussi permettre à des services qui n'accédaient pas forcément à ces techniques de surveillance assez intrusives, que sont les écoutes, que sont les surveillances, la surveillance par exemple, de ce qu'on fait sur Internet. Elle va permettre à ces services-là d'utiliser ces techniques de renseignement. Donc, effectivement, c'est un des moments de bascule, mais c'est aussi permis parce que, par rapport à il y a 25 ans, aujourd'hui, nous laissons beaucoup plus de traces
avec nos téléphones, avec ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, Bien sûr. Google le sait, notre téléphone le sait, et donc, potentiellement, les services de renseignement peuvent le Mais savoir. c'est ce que vous expliquez, c'est qu'on n'est pas plus protégé, en fait. C'est pas avec cette technologie, elle ne nous protège pas du tout, elle ne protège pas notre vie privée, au contraire. Et sur la loi de 2015, ce qui est un peu intéressant, c'est que, alors, elle arrive dans un contexte post-attentat, donc évidemment, à ce moment-là, c'est toujours plus facile de faire passer des mesures sécuritaires parce que les gens ont peur et à juste titre. Et ça illustre un peu la manière dont beaucoup de choses et beaucoup de mesures liberticides rentrent dans le droit. C'est-à-dire que d'abord, c'est utilisé de manière illégale. Donc les services écoutaient, posaient des IMSI catchers, utilisaient différentes techniques de surveillance sans cadre légal. Et puis d'un coup, la loi arrive et on dit c'est bien, on va encadrer. Donc en fait, on présente comme une avancée positive, et ça l'est, puisqu'on crée un cadre, mais quelque chose qui avait été imposé avant. Et puis bon, quitte à encadrer, on va aller plus loin, on va permettre la surveillance, mais aussi des personnes suspectes, mais aussi de leurs proches. Tant qu'à faire, élargissons le cadre, on va permettre la surveillance par algorithme, qui revient de la surveillance de masse. Et c'est un peu la même chose, par exemple, qui se passe pour les drones de surveillance, où ils sont utilisés. Bon, le Conseil d'État dit non, mais en fait, là, il n'y a pas de cadre légal, il faut les poser au sol. Et Vous pensez notamment à ce qui a été fait en manifestation par le préfet Didier Lallement à Paris, qui a été condamné par le Conseil d'État. Tout à fait. Le préfet de Paris a utilisé les drones pour surveiller les manifestations, pour surveiller le confinement, le respect du confinement. Dans les deux cas, ça a été annulé par le Conseil d'État, en rappelant qu'il n'y a pas de cadre juridique et qu'il ne peut pas faire ça. Et du coup, on a introduit une loi pour légaliser la surveillance par drone. Donc en fait, c'est un peu, on a déjà des drones, donc maintenant il faut le cadre légal. Il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est vraiment nécessaire de surveiller la population avec des drones. Et alors, du coup, toujours dans cette lignée de la surveillance, il y a des chiffres qui font vraiment froid dans le dos dans votre livre, notamment en 2020, la Cour des comptes qui indique que 10 000 lignes en France de téléphone sont écoutées en permanence et 100 millions de communications sont interceptées par an. Mais c'est monstrueux, c'est énorme. 100 millions, de quelle communication on parle? Alors là, c'est de la surveillance judiciaire. C'est-à-dire, il y a deux types de surveillance. Il y a la surveillance administrative, les services de renseignement vous écoutent, et il y a aussi les surveillances judiciaires, c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête, un magistrat a demandé votre surveillance. Le problème, c'est que par exemple, sur cette surveillance judiciaire, par rapport à la surveillance administrative, on a très peu de chiffres, on a très peu d'éléments. Les chiffres que je cite dans le livre, ils m'ont été fournis, j'ai fait une demande au ministère de la Justice, mais en fait, on a assez peu de références et c'est assez rare qu'on sache de combien sont surveillés par les policiers dans des affaires judiciaires en France. Ce qui montre, c'est aussi une des difficultés, et je parle aussi des problèmes de l'encadrement. C'est-à-dire que en surveillance administrative, toute écoute doit avoir un avis au préalable d'une commission indépendante qui s'appelle la CNCTR. Cet avis est secret, donc on ne peut pas savoir, mais au moins il y a un contrôle préalable. En judiciaire, c'est un magistrat qui l'autorise. Et on montre bien que parfois, c'est formellement autorisé par le magistrat, mais c'est plus ou moins surveillé ensuite par le magistrat qui contrôle plus ou moins les écoutes qu'il a demandées. C'est tout 100 millions de communications. Mais ça montre aussi, on ne peut pas contrôler, mais ça montre aussi qu'on a beaucoup plus de communication par téléphone qu'on en avait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il suffisait de brancher une ligne de téléphone. Aujourd'hui, avec nos smartphones, on laisse beaucoup plus de traces. Il y a un encadré dans votre livre où vous expliquez que même des messageries cryptées comme Signal ou Telegram qu'on peut être tenté d'utiliser un petit peu avec plus de légèreté parce qu'on se dit c'est bon, c'est sécurisé, vous dites que ça peut atterrir entre les mains des autorités quand même? Le bon exemple, c'est si jamais la police accède à votre téléphone, elle peut regarder ce que vous avez échangé comme message sur votre télégramme. Et un des points, il y a eu une audition intéressante une fois des services de la préfecture de police qui expliquait clairement que oui, il y avait des infiltrations dans les boucles Telegram des manifestants ou des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est leur rôle de suivre les gilets jaunes. Donc, les agents qui suivent les gilets jaunes sont parfois dans des boucles Telegram qui sont concernés. Donc, oui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une messagerie est cryptée qu'elle est inaccessible. Les gouvernements successifs mettent en place énormément d'outils de surveillance, de répression, avec des libellés qui sont assez ouverts finalement, peu définis. Et ces outils restent en place et à chaque fois on nous dit oui, c'est utilisé avec discernement, il n'y a pas d'abus. Alors déjà, d'une part, si, il y a des abus, et par ailleurs,
ces outils restent, quel que soit le pouvoir qui arrive en place. Et si un jour, il est décidé que des militants écologistes ou des syndicalistes sont des terroristes, parce qu'ils créent des désordres à l'ordre public, ces outils sont utilisables encore plus contre les militants écologistes et contre les syndicalistes. Et mon exemple est peut-être pas bon, parce qu'ils sont déjà beaucoup utilisés contre les militants écologistes. Oui, c'est ce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Mais j'aimerais revenir, pour rester sur la question de la surveillance, sur le fichage. Alors, il y a un chapitre entier qui, je vous le disais, m'a fait faire des insomnies, qui s'intitule « Fichier pour tous, fichier partout ». Et alors moi, quand on me dit fichier, je pensais à fichier S. C'est-à-dire fichier pour le terrorisme, ce qui représente en tout 30 000 personnes en France. Mais alors là, dans votre livre, on apprend que fin 2018, 580 000 personnes sont fichées en France. Et alors là, autant vous dire que tout de suite, je me sens plus concernée par cette question. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces fiches ? Qui sont les gens qui sont fichés ? Alors, en fait, on a plein de fichiers. Ça, c'est la première surprise. Tout service utilise ses propres fichiers. En gros, il y a 2 grandes catégories de fichiers en France. Il y a les fichiers administratifs, qui sont gérés par la police pour les personnes qui représentent une menace à l'ordre public, à la sécurité publique, pour tout un tas de motifs. Et il y a les fichiers judiciaires, qui normalement sont utilisés par la police et la gendarmerie, mais dans le cadre de procédures d'enquête, c'est-à-dire vous avez été témoin, vous êtes accusé ou vous êtes soupçonné de quelque chose. Et en fait, on avait ces 2 grandes familles. Le problème, c'est que ces fichiers ont tendance à être mélangés et de plus en plus, on peut dire d'une personne quand elle est défavorablement connue des services, on ne sait pas si les informations qui ont été collectées ont été dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Et c'est en fait le lien du premier fichier qu'on parlait tout à l'heure, de PASP et JPASP, où effectivement, on collecte des informations sur une personne sur des durées assez longues, de plus en plus longues, c'est-à-dire on peut y rester 10 ans. On parle de quel type d'informations ? Ce que vous mettez sur Facebook, vous avez participé à telle manifestation tel jour, une manifestation qui est ou pas des violences, mais si vous êtes dans le fichier, on peut alimenter, on peut continuer à vous suivre. On a aussi des fichiers, on a le TAJ, qui est le traitement des antécédents judiciaires, qui est un peu le fichier des suspects, des personnes qui ont été suspectées, et qui là, pareil, grossit de plus en plus, puisque auparavant, créer une fiche, c'était compliqué, c'était vraiment les fiches en carton, elles n'étaient pas partout. De plus en plus, on a des fichiers qui sont de plus en plus larges. On a le fichier national des empreintes génétiques où, effectivement, il y a un intérêt à ce qu'il y ait le maximum d'empreintes ADN qui soient dans ce fichier-là. Et ça fait 10 ans que le Conseil constitutionnel demandait à l'État de mieux encadrer les durées de conservation. L'État a mis 10 ans pour sortir le décret qui était demandé par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on a envie de grossir au maximum parce que c'est devenu de plus en plus facile de ficher des personnes. Et c'est la même question qui se pose, par exemple, sur la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, dans le traitement des antécédents judiciaires, il y a beaucoup de photos. C'est-à-dire que lorsque vous êtes suspecté, on vous prend en photo, un peu comme dans les films. Voilà, vous avez une photo anthropomorphique. Ces photos-là, elles peuvent très bien être utilisées ensuite par des outils de reconnaissance faciale. C'est-à-dire, on a la photo d'une... et ça se pratique aujourd'hui. Vous avez, par exemple, une photo d'une infraction, une caméra de vidéosurveillance, on va ensuite la recouper au TAJ pour essayer de retrouver éventuellement l'éventuellement personne qui est suspect dans une affaire. C'est-à-dire qu'on commence dès aujourd'hui à étendre le domaine de la surveillance en utilisant une nouvelle technologie. Parce que c'est ça ce que permet ce monde moderne. On a de plus en plus de technologies qui sont disponibles et donc de plus en plus de technologies qui sont utilisées. Et en quoi est-ce que c'est un problème pour les libertés publiques ? Alors, c'est un problème que l'État fiche chacun de ses citoyens. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment un nombre exponentiel de fichiers de l'administration judiciaire, des services de renseignement, qui s'en croisaient de plus en plus, qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Donc, on va être tenté de les traiter par des algorithmes, donc avec tous les problèmes que ça pose et tous les problèmes éthiques que ça pose. Et la difficulté, c'est qui va être considéré comme une personne à risque pour l'État, puisqu'en fait, ils se permettent de ficher de manière extrêmement large les personnes. Et donc là, on a un État qui est en capacité de suivre un très très grand nombre de citoyens dans une relative opacité, puisque effectivement, régulièrement, des rappels à l'ordre de différentes juridictions. Si on prend le fichier qui collecte l'ADN, au départ, l'idée, c'était de collecter l'ADN des personnes qui avaient commis des viols, des meurtres, pour les crimes les plus graves. Et puis, ça a été très largement élargi. Et aujourd'hui, on a plein de témoignages de personnes qui sont arrêtées en manifestation et à qui on va demander de prendre leur ADN et qu'on va ensuite condamner s'ils refusent. Donc, en fait, aujourd'hui, ça s'applique à pratiquement tout le monde, puisqu'en plus, on a créé énormément de délits très vagues et très larges qui permettent d'arrêter les gens. Ensuite, ça permet d'avoir leur ADN et puis ça permet de conserver cet ADN
au milieu des personnes qui ont commis des viols, des meurtres, et donc l'État garde de plus en plus d'informations sur chacun de ses citoyens et de plus en plus de services y ont accès. Effectivement, le fait que cela puisse être utilisé au-delà de ce qu'on nous avait dit, c'est exactement ce que vous montrez dans ce livre. Vous revenez sur l'état d'urgence de 2015, après, encore une fois, les attentats, et vous expliquez cette espèce d'état de sidération générale dans lequel on a tous été, de choc, quoi, vraiment, sur ce qui venait de se passer. Et vous dites, très vite, dès la fin de l'année 2015, les outils de réponse au terrorisme se tournent contre les militants, c'est ce que vous évoquiez plus tôt, à commencer par les activistes écologistes. Et vous donnez un exemple très précis. Le 24 novembre à 7h20, une dizaine de gendarmes perquisitionnent une ferme bio en Dordogne. Ou encore le 29 novembre, le ministère de l'Intérieur valide les assignations à résidence de 27 militants écologistes dans toute la France. Ça, c'était juste avant la COP. C'est des activistes qui se retrouvent donc contraints de pointer au commissariat 3 fois par jour, de ne pas quitter leur domicile entre 20h et 6h du matin, et pour certains, de ne plus se rendre en Île-de-France. Et en cas d'impair, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison. Alors, autant vous dire que quand on lit ça, encore une fois, ça semble un petit peu orwellien, et pourtant, c'est quand même passé un peu comme une lettre à la poste. Ça n'a pas fait l'objet d'immenses débats publics. Toutes ces lois existent toujours. Et puis vous expliquez aussi comment, avec la loi El Khomri, l'état d'urgence est devenu un outil de maintien de l'ordre pour réprimer des manifestants. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait pour empêcher ça? Alors, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que fin 2015, effectivement, on est tous sidérés, traumatisés par ce qui vient de se passer dans Paris, dans des endroits qu'on connaît. Il y a énormément de morts. C'est très compliqué de réagir dans cet état de sidération, et ça va aller très vite. C'est-à-dire que la nuit même, François Hollande déclare l'état d'urgence, ce qui donne toute une série de pouvoirs au préfet, au ministère de l'Intérieur, pour limiter des libertés, puisqu'il s'agit de faire des perquisitions, d'assigner des personnes à résidence. Et cet état d'urgence, à ce moment-là, il est compris de manière assez large, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter tout désordre à l'ordre public, Et il se trouve qu'il y a la COP qui arrive et qu'on va considérer que les militants écologistes vont probablement créer du désordre, et donc ça peut s'appliquer à eux. Et très vite, ça n'a rien à voir avec le terrorisme dont on était victime à l'époque. Mais à ce moment-là, il s'agit de maintenir l'ordre public. Réponse de l'État, on maintient l'ordre public après les attentats. Et c'est quelque chose qui finalement a été dénoncé assez rapidement, que ce soit appliqué à des militants écologistes. Il faut quand même toujours rappeler que les premières victimes, c'était aussi beaucoup de personnes de confession musulmane qui ont vu débarquer chez eux, souvent de nuit, des armadas de policiers venus mener des perquisitions. Et il y a eu énormément de dérives à ce moment-là. Tout a été sidérant. Quand c'était les personnes musulmanes, il y a eu assez peu de réactions. Il y en a eu un peu plus quand c'était les militants écologistes. Et puis ça a continué à s'appliquer, effectivement, jusqu'aux mobilisations autour de la loi travail, où à la fois, il y a eu beaucoup d'interdictions de manifester, des assignations, des interdictions de circuler de militants, d'activistes. Et puis, il y a eu également un maintien de l'ordre qui s'est durci. Parce qu'on a tendance à beaucoup associer le durcissement du maintien de l'ordre au mandat d'Emmanuel Macron et le mouvement des Gilets jaunes, où ça a été particulièrement flagrant. Mais là, vous nous rappelez qu'en fait, c'est vraiment pendant la loi El Khomri que ça a commencé. Ce durcissement-là. Le durcissement, il a commencé à ce moment-là. C'est là qu'on a vu arriver les premières armes mutilantes, les flashballs, qui étaient utilisés dans les quartiers populaires. Donc là, on pense aux racailles de Nicolas Sarkozy, qui ont subi ça. Et puis ensuite, ça c'est arrivé dans les manifestations. Et on va dire que ça s'est démocratisé, entre guillemets, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Mais toutes ces mesures de prévention, d'interdiction, de restriction des libertés qui viennent de l'antiterrorisme, ces mesures de répression très fortes qui viennent des quartiers populaires, se sont retrouvées ensuite sur les mouvements sociaux, assez rapidement après la déclaration de l'état d'urgence. Un état d'urgence sous lequel on vit encore aujourd'hui, puisque les principales mesures de l'état d'urgence ont été ensuite introduites dans le droit commun. Donc c'est des choses qui s'installent alors qu'elles étaient censées répondre à une urgence, et aujourd'hui on est encore en état d'urgence. C'est des choses qui s'installent, vous le dites, c'est des choses qui sont dangereuses. Vous écrivez à propos de cette période de 2015, nous aurions tous dû nous inquiéter, mais le choc des attentats a pu brider les voix critiques. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'on se dira la même chose dans quelques années de cette crise sanitaire et de toutes les mesures qui aujourd'hui sont mises en place? On se dira, oui, la situation sanitaire était effectivement extrêmement grave, effectivement des mesures devaient être prises, mais nous aurions dû nous inquiéter. J'ai l'impression que beaucoup de gens s'inquiètent sur la crise sanitaire, mais effectivement, on est un peu sur le même mécanisme. C'est-à-dire que au moment où se déclenche la crise sanitaire, très vite, on a une réponse policière et on a des stratégies qui sont utilisées, des stratégies que l'État connaît bien et qui sont rassurantes pour l'État. C'est-à-dire c'est rassurant de créer un état d'urgence parce qu'on en a créé un auparavant. C'est toujours très compliqué de voir comment on sera jugé, de percevoir et de voir comment on sera jugé dans le futur.
Moi, je trouve parfois inquiétant le réflexe qu'on a eu immédiatement d'aller sur des mesures privatives de liberté pour résoudre les problèmes. Et c'était particulièrement vrai, par exemple, sur les attestations. C'est-à-dire qu'on a quand même accepté qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous si on n'avait pas rempli nous-mêmes un propre papier pour dire pour quel motif on sortait de chez soi. C'est quand même, quand on y réfléchit, plein d'autres pays n'ont pas utilisé ça. Et je pense que ce moment-là était peut-être le moment où on est allé le plus loin, puisque le confinement de l'ensemble de la population, je pense que vous ne faites pas pire en matière de restriction de liberté. Là, on a utilisé à nouveau des solutions, mais d'autres sont prêts à aller plus loin. On cite un rapport du Sénat, qui normalement se prévaut d'être la Chambre des libertés, où ils disent on n'est pas allé assez plus loin dans le contrôle technologique et où ils revendiquent que les gens fassent des autotests chez eux, surveillés par leur portable avec réponse. Et voilà, c'est un rapport sénatorial assez sérieux qui a écrit des choses comme ça, assez inquiétantes. Donc d'autres sont encore prêts à aller plus loin. Donc il faut toujours faire attention sur les questions de liberté, sur la question sanitaire, mais aussi sur tous les autres sujets. Mais c'est une question qu'on se pose constamment en ce moment sur est-ce qu'on ne va pas regretter ? Parce que l'état d'urgence terroriste en 2015, c'était très difficile à contester. Il y avait eu tellement de morts. Donc tout le monde était sidéré et effectivement, on ne voyait pas forcément les personnes qui étaient le plus touchées. Aujourd'hui, là, tout le monde est touché, donc on le voit un peu plus. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un virus, c'est vrai qu'il y a une surcharge des hôpitaux, il y a vraiment un problème à résoudre. Donc c'est difficile de critiquer les mesures. Et en même temps, là, on est en train de prendre l'habitude de présenter des passes quand on va dans énormément de lieux publics, de loisirs, etc. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que maintenant c'est tout à fait légitime, mais est-ce que des choses vont rester ? Est-ce que des habitudes vont rester ? Et il y a beaucoup d'habitudes qui restent. On a consacré un chapitre à quelque chose qui paraît assez peu intrusif, mais c'est la question des fouilles. Oui. À partir de 2015, on a tous pris l'habitude d'ouvrir notre sac à peu près partout. Et ça peut paraître peu grave, mais on a pris cette habitude, c'est une atteinte au droit à la vie privée, et puis on a beaucoup pris cette habitude aux abords des manifestations. Et puis en fait, c'est devenu aussi un outil de répression des manifestations, puisque si dans nos sacs, il y a des lunettes de piscine, il y a un masque pour se protéger des lacrymogènes, on peut finir en garde à vue. Et puis c'est aussi une technique d'intimidation, parce qu'en fait, on en a marre de passer des cordons de police à se faire fouiller. Et pourtant, c'était anodin, et puis c'était légitime pendant une période d'urgence terroriste. Donc il y a beaucoup de choses qui paraissent anodines maintenant, on s'habitue, et ça peut assez rapidement être détourné en fonction des objectifs des autorités. En fait, c'est vraiment ça que vous nous montrez, vous appelez ça l'effet cliquet. C'est-à-dire que c'est ce que vous qualifiez d'impossible retour en arrière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet effet cliquet ? Sur le fait qu'en fait, à chaque fois qu'on fait passer des lois qui semblent légitimes, non seulement elles vont rester après, mais en plus elles seront utilisées à des fins qui sont effectivement pas forcément les bonnes. Un des exemples, par exemple, c'est l'état d'urgence loi de 1955. C'est-à-dire quand on a mis l'état d'urgence en place en 2015, y compris à un moment où tout le monde disait l'état d'urgence ne sert plus à rien, il a toujours été conservé. Et le seul moyen qu'on a trouvé d'arrêter avec l'état d'urgence, c'est de mettre dans le droit commun toutes les mesures, en une version atténuée, mais toutes les mesures qui étaient précédemment de l'état d'urgence. Sur tous les délits qui a écrit, moi je ne connais pas de loi où on a supprimé des délits du code pénal, même lorsqu'on les trouvait inutiles ou stupides. C'est des choses, il y a effectivement un impossible retour en arrière, parce qu'on ne supprime pas des fichiers, les fichiers sont tous de plus en plus gros, on ne revient jamais en arrière. Puis là, on le voit aussi dans la gestion de la crise sanitaire, où le pass sanitaire, on pouvait comprendre, même si on pouvait le contester, on pouvait vraiment comprendre son existence. Mais là, avec l'arrivée d'un nouveau variant, avec la vaccination qui, en fait, n'empêche pas le fait de transmettre, on arrive parfois face à une forme d'absurdité. Ces mesures-là qui n'empêchent même pas ce qu'elles étaient censées empêcher en premier lieu. On n'est plus en régime d'état d'urgence sanitaire. On est en régime de sortie d'état d'urgence sanitaire, et ça depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que comme malgré l'arrivée d'une nouvelle crise, on dit on a changé de régime, donc normalement on n'est plus en état d'urgence sanitaire, on n'a plus les mêmes pouvoirs. Mais on ne cesse de muscler ce régime-là parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'impossibilité d'en sortir. Et effectivement, c'est une des craintes autour du pass sanitaire ou pass vaccinal, c'est-à-dire que même à un moment de reflux de l'épidémie, on n'arrête pas le pass vaccinal, on n'arrête pas le pass sanitaire. On a eu des périodes cet automne où le taux d'incidence était moins important. Pour autant, on a continué à devoir présenter. Ouais. On n'assouplit rien parce qu'on a l'impression de ne jamais vouloir désarmer et que c'est un outil en soi de gestion de la crise sanitaire.
En tout cas, le constat que vous livrez est assez sombre. Parlons un petit peu du futur, qui peut-être sera plus éclairci. En novembre 2020, le ministère de l'Intérieur publie le livre blanc de la sécurité intérieure. Nous apprenez-vous, c'est un espèce de long rapport de référence sur tous les enjeux sécuritaires en France. Et ce document d'analyse et de prospective préfigure une loi de programmation qui là est annoncée pour 2022. Et vous nous dites donc que c'est un texte clé à consulter pour se faire un petit peu une idée de ce qui nous attend dans le futur. Ça comprend l'intégration de la robotique et les algorithmes au cœur des services de police, dont on a parlé un peu plus tôt. Ça comprend également que les forces de l'ordre sont imaginées à l'avenir à bord de véhicules connectés équipés de lunettes de réalité augmentée, de tenues d'intervention intelligente, de tablettes connectées qui s'échangent des informations qui incluent les caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales d'un individu, visage, ADN, voix, odeur, démarche. Mais moi, en lisant ça, j'avais un peu l'impression d'être dans Black Mirror, ou en tout cas de se diriger vers un modèle un peu chinois. Est-ce que c'est moi qui suis juste excessive ou est-ce que c'est le cas, selon vous ? Effectivement, il y a une référence très claire au modèle chinois, puisque en Chine, il y a déjà des caméras qui analysent les démarches pour pouvoir permettre de reconnaître les gens de dos. Donc voilà, sur l'utilisation des nouvelles technologies, c'est encore plus complexe, parce qu'il y a aussi toute une série de lobbies derrière, d'industriels qui ont envie de vendre leurs technologies, qui sont très proches du pouvoir, qui font partie de comités stratégiques, des filières de sécurité, et donc qui vont vendre leur matériel. Il y a des programmes de recherche européens pour développer toute une série de logiciels ou d'outils de sécurité numérique qui pourront être déployés. Mais effectivement, les livres blancs, c'est toujours intéressant parce que ça préfigure les législations et les tendances de long terme que prévoient les autorités. Mais là, c'est fou, c'est écrit noir sur blanc, qu'ils aimeraient tendre vers ça. Ils aimeraient tendre vers ça, mais tout à fait. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies dans la police et la sécurité, c'est un souhait du ministère de l'Intérieur qui est très clair. Et sur la reconnaissance faciale, c'est vraiment ça, là où il y a le plus de pression. On en parle dans le livre, il y a une vraie volonté, il y a un vrai lobbying qui est mené par des entreprises technologiques, qui est mené par tout un type de lobby qui ont des solutions à vendre, qui veulent vendre ces solutions. Et il y a eu des pressions aussi, y compris des autorités policières, par exemple le fichier PASP et le JPASP. Et c'est dit en audition, ils auraient voulu aller plus loin sur la reconnaissance faciale. Ils ont été bloqués parce que, globalement, il y avait trop de changements à apporter, ça aurait été un peu trop compliqué. Mais il y a d'autres rapports parlementaires qui disent, par exemple, de plus en plus, les policiers et les gendarmes ont des tablettes. L'avenir du contrôle d'identité, c'est pas que vous donniez vos papiers, c'est qu'on vous prenne en photo et qu'on compare par rapport aux différents fichiers de police. Et c'est assumé comme tel, c'est vendu comme tel, et c'est pour ça aussi qu'on équipe de tablettes avec appareil photo l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. Ils ont été bloqués sur la reconnaissance faciale parce que suite aux manifestations à l'automne 2020 sur la loi sécurité globale, ils ont monté un temps d'arrêt et se sont dit « on ne passera pas la chose avant la présidentielle ». Mais précédemment, le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, s'était déclaré favorable à la reconnaissance faciale. Alors toujours avec un argumentaire, en expliquant qu'il fallait un débat légitime, que bien sûr le modèle ne serait pas le modèle chinois, qu'on allait apporter des garanties, un comité déontologique, un suivi, mais franchir le pas en plus. Pour l'instant, la CNIL a bloqué. La CNIL a vraiment servi à bloquer les différentes expérimentations de reconnaissance faciale. Il faudra voir si, après la présidentielle de 2022, elle arrive toujours à bloquer ça. La technologie nous permet plein de choses. La question est de savoir, est-ce qu'on veut y aller et jusqu'à quelles limites on pose. Et le risque de la technologie, c'est que par des algorithmes, on peut traiter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement. Donc, si on veut surveiller une population, on peut surveiller beaucoup plus largement et beaucoup plus rapidement si on multiplie le traitement algorithmique des données. S'agissant de la reconnaissance faciale, le ministre de l'Intérieur a été très clair. Quand on parle drone de surveillance, il explique que c'est un combat du passé, alors que ça n'a pas encore été voté, et que le combat de l'avenir, c'est la reconnaissance faciale. Et par rapport aux nouvelles technologies, il y a tout un enjeu aussi autour des Jeux Olympiques de 2024, qui pourrait être une vitrine sur les technologies de sécurité développées en France, parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises françaises qui développent ce type de logiciels, Idemia, Thales, etc., qui ont du matériel à vendre. Et si le monde regarde la France pour les Jeux Olympiques, autant montrer notre savoir-faire. En tout cas, tout ça, ça semble assez inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, dans le dernier chapitre du livre, encore une fois, on n'a pas du tout pu aborder tous les aspects de votre livre, mais j'aimerais quand même qu'on parle du dernier chapitre, parce que c'est le chapitre sur les solutions, le chapitre sur qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a établi ce constat.
Qui va pouvoir apporter une opposition à cette espèce de restriction de toutes nos libertés? Est-ce que ça va être un contrôle parlementaire ou la justice, par exemple, qui peut y faire quelque chose? Alors, les contre-pouvoirs judiciaires, que ce soit la justice judiciaire ou, par exemple, le Conseil d'État, la justice administrative, peuvent être des appuis. Mais les juges sont sensibles à une pression de plus en plus sécuritaire de manière générale. De la même manière, le Parlement fait parfois du contrôle. Le problème, c'est qu'en France, par exemple, le Parlement est faible. Le Parlement est faible puisqu'il est assez soumis à la volonté présidentielle. Oui, aujourd'hui, la majorité vote tout ce que dit le président de la République. Voilà, elle vote en gros tout, elle fait parfois un peu de contrôle, mais elle reste relativement faible. Et même lorsqu'elle a fait un contrôle, par exemple, sur l'état d'urgence, où il y a eu un vrai contrôle parlementaire de l'état d'urgence en 2015-2016, le contrôle n'a pas apporté grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de débouché. Ouais. Il n'y a pas eu de débouché à ce contrôle. C'est-à-dire, le contrôle disait non, ça ne sert pas à grand-chose. Et pourtant, l'état d'urgence était systématiquement prolongé par le même Parlement. Donc, la question, c'est comment on renforce les contre-pouvoirs, mais aussi, ça passe, selon nous, par la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire, la mobilisation, par exemple, sur la loi sécurité globale, elle a vraiment servi à bloquer ou à poser les choses et à remettre dans le débat. Le pire, c'est que les choses se passent sans débat. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre la question. Et ça dépend en partie de nous. Parce que c'est vraiment moi ce que j'ai compris à la conclusion, c'est de se dire finalement la seule solution, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne massive, et pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience massive de ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Comment on peut faire ? On fait quoi ? On va dans la rue pour protester contre ces mesures ? Il faut une éducation des gens à ces questions-là ? Aller dans la rue aide. Alors effectivement, il y a une question de connaissance et de suivi des sujets, parce que là, on a quand même enchaîné les lois liberticides. C'est-à-dire qu'on avait à peine fini avec la loi sécurité globale, que la loi séparatisme était là, et puis on a enchaîné sur la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure. Et il y a eu aussi la loi sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Donc, on enchaîne les textes. Même pour les personnes qui sont censées suivre tous les textes, on a du mal. Plus, il y a tous les décrets qui passent en toute discrétion. Donc, il y a vraiment énormément de travail sur le fait de partager l'info, de garder l'information. Et c'est un peu l'objectif de ce livre. Oui, puis c'est vraiment un condensé. On comprend vraiment une succession de lois. C'est un récapitulatif parfait pour qui ne s'est jamais intéressé à cette thématique. Et c'est vrai qu'après, comme disait Pierre, à un moment où il y a eu une réelle forte mobilisation contre la loi sécurité globale, on a gagné des choses. Mais c'était une mobilisation qui était extrêmement large. C'est-à-dire qu'on parle de la société civile, mais c'est pas seulement les associations, les ONG. Ça a été beaucoup de gens lambda qui, d'un coup, se sont offusqués qu'on les empêche de filmer la police, qu'il y ait des drones de surveillance. Donc, ils sont descendus dans la rue alors qu'ils ne le faisaient pas vraiment d'habitude. Puis, il y a eu cette affaire du producteur de musique qui a été tabassé au même moment. Voilà, ça tombait un peu mal. Il y avait George Floyd juste avant, Cédric Chouviat quelques mois encore avant. Donc, on était dans un contexte où beaucoup de gens étaient déjà sensibilisés. Les journalistes se sont emparés du sujet, les associations, mais au sens large, c'est-à-dire pas uniquement les organisations de défense des libertés, qui sont très peu nombreuses en France. Il y a peu d'organisations par rapport à d'autres pays plutôt anglo-saxons qui travaillent sur les libertés. Et puis il y a eu des avocats, des universitaires, donc il y a eu une très large mobilisation pour expliquer les enjeux, pour organiser des marches de contestation. Nous, on avait des militants à Amnesty International qui, toutes les semaines, étaient dans la rue à manifester contre cette loi. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de se faire entendre, qui peut aussi influencer les juges, parce que finalement, ils sont sensibles au discours autoritaire, ils sont peut-être sensibles au fait que la population s'oppose à certains textes, et c'est réellement quelque chose qui est en capacité de faire bouger les lignes, dans un contexte où, effectivement, les juges doivent appliquer la loi et sont soumis à certaines pressions, les parlementaires voient arriver des textes d'urgence en plus, donc ils ont de moins en moins de temps pour discuter, et une grosse discipline parlementaire de la majorité qui fait que, de toute façon, les textes passent avec peu de discussion, donc on perd un peu d'intérêt à ces débats. Et donc, il faut réussir à mobiliser les citoyens, ce qui est très compliqué, parce que les associations, il y a beaucoup d'associations qui ne travaillent pas sur les libertés publiques, qui se sont joints en mobilisation contre la loi sécurité globale. Mais à côté de ça, c'est des organisations qui luttent contre les changements climatiques. Oui, c'est qu'on a l'impression d'être appelé en permanence à se mobiliser, donc c'est... Oui, elles vont. Et puis il y a d'autres combats qui arrivent, en fait, qui vont être cruciaux.
Et donc, le temps de militantisme qui est passé à gérer la répression, c'est du temps de militantisme qui n'est pas passé à gérer les réformes des retraites, la crise climatique, la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, il y a un vrai enjeu à se dire, nos libertés vont être essentielles pour toutes les luttes à venir. Et il y en a beaucoup qui vont venir. On va avoir probablement une crise économique très forte pendant le Covid. Il y a l'enjeu climatique qui est essentiel. Bien sûr. Il y a besoin de mobilisation et la mobilisation de la société civile, elle va être clé si on veut espérer infléchir les politiques. Et pour ça, il ne faut pas qu'on nous empêche de nous mobiliser. Il ne faut pas que les militants puissent être assignés à résidence. Et donc, l'enjeu des libertés, il est à la base de tout ce qu'on pourra faire à la suite. Écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle donc que votre livre fait presque 300 pages. Et c'est 300 pages où on prend vraiment conscience de l'ampleur des entraves à nos libertés. Il y a tellement d'exemples et c'est tellement précis que, à mon sens, c'est indéniable à la fin de la lecture de ce livre. On n'a pas eu le temps, je le disais, d'aborder les nombreux aspects, mais je propose à ceux qui nous regardent d'acheter tout simplement ce livre. Comment l'État s'attaque à nos libertés, tous surveillés et punis, aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Si vous pensez que cette émission est importante, n'hésitez pas à la partager à vos proches et sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.